Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans le studio de Lucans pour cette émission dédiée aux enjeux climatiques et à l'engagement de la sécurité sociale en matière de transition écologique. Vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés à cette émission en direct, mais je vous rappelle aussi que cette émission sera disponible en replay dès la fin de l'émission et vous la retrouverez sur la nouvelle page Lucans TV que vous trouverez sur le site de Lucans et l'adresse de ce site vous sera rappelée dans le chat. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser des questions à nos invités par l'intermédiaire de ce même chat. Je suis très heureux d'accueillir en plateau cet après-midi Madame Valérie Masson-Delmotte, donc chercheuse en sciences du climat à l'Université de Paris-Saclay, ainsi que Monsieur Yann-Gaël Amghar, directeur de l'URSSAF Caisse nationale, et de Sébastien Barré, directeur délégué de Lucans. Monsieur Thomas Fatome, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, nous rejoindra dans la deuxième partie de l'émission. Et sans plus attendre, je passe immédiatement la parole à Sébastien Barré pour l'introduction de cette émission. Bonjour à tous, on est très heureux d'ouvrir cette semaine européenne du développement durable à la sécurité sociale. Donc ça fait plusieurs années que la sécurité sociale est engagée sur les thématiques de développement durable et de transition écologique. Et cette semaine européenne du développement durable, c'est l'occasion de réaffirmer cet engagement à travers ce plateau d'aujourd'hui. Donc dans cette semaine du 20 au 25 septembre, on va organiser 3 événements. La conférence d'aujourd'hui et 2 conférences à suivre, l'une sur le numérique responsable et l'autre, la dernière, le 25 septembre, où on verra des illustrations locales dans les organismes d'engagement en faveur de la transition écologique. Peut-être un mot sur la Semaine européenne du développement durable. Donc, elle a été créée par la France en 2003 et est devenue vraiment européenne en 2015. Et son objet, c'est de sensibiliser le plus grand nombre à l'agenda 2030 de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par les 193 États membres de l'ONU en 2015. Et donc, la Semaine européenne du développement durable a pour objet de mettre en lumière tout ce qui peut être fait sur ces thématiques. Et vous avez notamment, si vous voulez aller plus loin, une plateforme Agenda 2030 où vous verrez plus de 2000 contributions des environnements éducatifs, professionnels, ONG, citoyennes en faveur du développement durable. Et ce qu'on peut retenir, c'est qu'on est tous des pays en voie de développement durable et on peut tous contribuer, quelle que soit notre place et notre rôle. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer d'amorcer aujourd'hui comme réflexion à la transition écologique. Pour ce qui est de l'émission d'aujourd'hui, vous avez vu dans son titre, c'est comprendre pour mieux agir. Donc on va fonctionner en 2 étapes. Une étape où on va revoir avec Valérie Masson-Delmotte que Patrick Ballard vient de présenter, les mécanismes à l'œuvre, les enjeux climatiques. Et puis une deuxième partie de l'émission où nous allons regarder comment nous pouvons nous engager avec les directeurs et directrices généraux de Caisse nationale. Et on va regarder notamment, entre autres, les coachs qui réaffirment vraiment des engagements très forts sur ces sujets. Un mot de Lucans sur la transition écologique. Donc Lucans, c'est la maison commune. Donc nous avons travaillé sur le champ des possibles, un référentiel d'action RSO qu'on a partagé, qui s'appelle Responsable au quotidien, qu'on a partagé il y a quelques temps. On est connu, en tout cas je l'espère aussi, pour toute l'action que nous faisons en faveur de la transition énergétique des bâtiments. Et puis plus récemment, et l'émission d'aujourd'hui en témoigne, un très très fort investissement sur la sensibilisation et la formation. Donc cette année, la Semaine européenne du développement durable, mais l'année dernière, on avait fait un cycle de conférences avec le Lab, l'année d'avant, les événements Impulsion 2021. Et sur la formation, on a développé énormément de choses. J'en prendrai qu'une, puisqu'elle concerne vos organismes. C'est la chef de projet RSO. On a eu depuis début 2022, pour ne prendre que cette borne-là, on a eu 112 stagiaires sur 10 sessions et on continue de monter des sessions de chefs de projet RSO qui vont du coup aider dans les organismes à faire progresser le changement en faveur de la transition écologique. On a le MOOC sur la transition énergétique qui est en train d'être déployé dans vos organismes. On a déjà 10 000 personnes qui l'ont suivi. Et puis au niveau des dirigeants que nous sommes autour de cette émission, le N3S va engager une formation complète de tous les dirigeants et cadres sup de la sécurité sociale, donc avec un potentiel de 3000 stagiaires sur ces questions-là. Et vous avez aussi localement déclenché, soit de votre propre initiative, soit en recourant à l'ICADIS, des fresques du climat, des fresques du numérique. Et j'ai regardé avant de venir dans cette émission le carnet de commandes de l'ICADIS sur ces sujets est très très fourni d'ici la fin de l'année. Donc on voit qu'il y a une dynamique de sensibilisation et de formation qui se met en place. Sans plus attendre, je pense qu'on va rentrer maintenant dans ce que vous attendez tous, le cœur de l'émission. Donc je passe la parole à Valérie Masson-Delmotte sur la première séquence. Merci à tous, bonne émission.
Bonjour à toutes et tous et un grand merci de cette occasion de croiser finalement des perspectives et pour moi de vous apporter un état des lieux des sciences du climat vis-à-vis de la situation actuelle, des évolutions futures et surtout des leviers d'action possibles. Et donc j'ai proposé de vous fournir à l'issue de cet échange les supports que je vais utiliser pour cette présentation dans laquelle on va démarrer tout de suite. Et donc pour moi en fait le changement climatique porte profondément des enjeux de transformation. On a là le réchauffement à la surface de la Terre depuis 1850 jusqu'à aujourd'hui. C'est déjà 1,15 degré de plus et cela a entraîné des impacts, des adaptations. Et puis ensuite, pour l'avenir, la question de l'évolution future du climat va dépendre des émissions mondiales de gaz à effet de serre en France et partout ailleurs dans le monde. La bonne nouvelle, c'est que en haut, des scénarios de très fortes émissions de gaz à effet de serre et de très fort réchauffement sont maintenant moins plausibles par l'action qui a déjà été mise en place, les politiques publiques, l'innovation, ce qui est déjà mis en place. Les politiques publiques actuellement mises en place dans le monde, elles nous mettent plutôt sur une trajectoire intermédiaire. Mais qu'est-ce que ça impliquerait ? Ça impliquerait l'échec de l'accord de Paris sur le climat, dépasser 1,5 degré la prochaine décennie, au niveau planétaire, 2 degrés autour de 2050 et pas loin de 3 degrés en fin de siècle. Mais il est possible en fait de stabiliser l'évolution du climat largement sous 2 degrés et ça va dépendre de ce qu'on va faire des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde, cette décennie et les suivantes. Et puis enfin, même si on réduit fortement les émissions, tant qu'elles ne seront pas à zéro pour le CO2 au niveau planétaire, le climat continuera à dériver. Et donc les transformations, qu'est-ce que c'est ? Transformer nos économies, nos manières de prendre les décisions, de sorte à réduire notre empreinte environnementale, anticiper ces évolutions à venir, s'appuyer sur les connaissances scientifiques pour limiter les risques en agissant à la fois sur les causes et les conséquences, et ne pas simplement subir les conséquences d'un climat qui change dont on ne soit pas acteur. Donc cette présentation, je l'ai construite à partir du socle de connaissances scientifiques qui est reconnu par tous les États du monde et qui est le fruit du travail de la communauté scientifique. Donc des rapports du GIEC, qu'est-ce que c'est ? C'est passer en revue de manière critique les connaissances publiées qui ont joué le rôle et la relecture critique scientifique, et puis en digérer les conclusions principales qui évoluent avec le temps, bien sûr, et en distiller les points clés sous forme de résumé à l'intention des décideurs qui sont relus et approuvés par les représentants de tous les pays. Et en réalité, ce mécanisme il permet de séparer ce socle scientifique commun, neutre, des délibérations, des négociations sur le climat qui, elles, relèvent des choix politiques. Donc j'ai eu la chance de travailler avec des milliers de scientifiques du monde entier, de m'appuyer sur leur esprit critique dans cette distillation de l'état des connaissances. Ça fait partie des documents les plus relus au monde. Et je les résume en fait en 3 mots. La gravité de la situation actuelle, et on va commencer par où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Ensuite, l'urgence à changer d'échelle dans l'action par rapport au futur plausible. Et puis le 3e volet, et peut-être le plus important, la capacité à agir, les leviers d'action qui sont là, sachant que le GIEC ne fait pas de recommandations. Il évalue chacun de ces leviers d'action et après les feuilles de route, vous en avez parlé, c'est à vous de les construire, de les mettre en œuvre. Alors, si on plonge dans la situation actuelle, moi j'aime bien montrer en fait la capacité à agir, et c'est par ça que je vais démarrer. On est avec une action pour le climat qui monte en puissance partout dans le monde. Des actions d'adaptation mises en œuvre, une planification, mais souvent avec des réponses un peu fragmentées. On n'est pas tout à fait prêt au climat d'aujourd'hui, vous l'avez vu en 2022, encore cette année. Souvent réactif, c'est-à-dire lorsqu'on est touché par un événement extrême, très vite, en fait, on se prépare au cas où ils reviennent, mais ça veut dire qu'on n'est pas prêt à l'intensification de ces événements attendus dans les prochaines décennies. Et puis une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre en France comme dans une vingtaine de pays dans le monde, découplée d'ailleurs de l'évolution économique, un foisonnement de politiques publiques qui encadrent ces émissions de gaz à effet de serre, qui portent leurs fruits, puisqu'on a évité d'émettre dans le monde plusieurs milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre grâce à cela. De l'innovation technologique, les investissements aujourd'hui sont plus importants sur le photovoltaïque que les énergies fossiles dans le monde. La baisse du coût de production des batteries qui permet de décarboner les mobilités, que ce soit pour les trains, que ce soit pour les vélos ou les véhicules électriques. Et puis des progrès sur l'efficacité énergétique, la réduction du gaspillage alimentaire,
un ralentissement de la déforestation nette, même si elle se poursuit dans le monde. Donc il y a une action qui monte en puissance, et c'est important de la poursuivre, de l'amplifier, parce que le rythme et l'ampleur des actions actuellement mises en œuvre, et même des engagements d'ici à 2030, ne sont pas encore suffisants pour s'assurer de limiter les risques liés au changement climatique. Alors on plonge un petit peu plus dans cela, et ce graphique montre les émissions mondiales de gaz à effet de serre jusqu'en 2022, j'ai réactualisé sur les toutes dernières années. Donc c'est dominé par la combustion de charbon, de pétrole et de gaz, la partie énergie fossile, qui commence à se stabiliser, et puis ça continue à augmenter, notamment sur les émissions issues du système alimentaire, méthane, oxyde nitreux, liées à l'utilisation d'engrais azotés et à l'élevage de ruminants dans le monde. Donc, des émissions dans le monde de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter. On a l'effet pandémie et rebond qui apparaît très clairement sur ce graphique, avec des enjeux majeurs sur les responsabilités. En France, à peu près 9 tonnes de CO2 équivalent par personne et par an, au-dessus de la moyenne planétaire. On est dans le top 10 de ceux qui ont le plus contribué aux émissions historiques et on a une capacité à agir. Et dans le monde, à peu près 10% des ménages les plus aisés représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre, avec une grande capacité à agir. Et la moitié de la population mondiale, qui vit souvent dans des régions très exposées, très vulnérables aux conséquences d'un climat qui change, ne représente que 15% des émissions, avec souvent un manque d'accès à des services de base, l'éducation, la santé, l'eau et l'énergie, et donc des enjeux également de solidarité, de donner accès aux solutions, aux technologies propres, plus rapidement, là où elles font cruellement défaut. Donc si on revient à l'échelle planétaire, les niveaux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère continuent à augmenter. Pour retrouver autant de CO2 qu'aujourd'hui, il faut remonter plus de 3 millions d'années en arrière. Et sauf que nous, cette rupture, on l'a faite par la combustion d'énergie fossile depuis la révolution industrielle, donc d'une manière extrêmement brutale. Donc c'est une rupture, hein, si on regarde les évolutions des derniers milliers d'années, des derniers millions d'années. Et la chaleur, en fait, qui ne part plus vers l'espace parce qu'on augmente l'effet de serre, où est-ce qu'elle va? Donc 90% rentrent dans l'océan, en surface et en profondeur, et entraînent des vagues de chaleur marine plus intenses, dégradation des récifs de coraux, des gorgones en Méditerranée, des effets sur la pêche. 5%, ça va dans les sols, ça les réchauffe, et bien sûr, ça affecte le vivant au-dessus des continents. À peu près 3%, ça entraîne une fonte de tout ce qui est enneigé et englacé, un recul des glaciers, une réduction du manteau neigeux, un recul de la banquise près du pôle Nord, une fonte du Groenland, un écoulement plus rapide de l'Antarctique, et l'eau qui était stockée sur les continents rejoint l'océan. Ça s'ajoute au gonflement de l'océan qui se réchauffe, et ça entraîne une accélération de la montée du niveau de la mer, avec des enjeux considérables. Et puis 1% de cet excès de chaleur reste dans l'atmosphère et réchauffe l'air là où nous vivons. Et le constat scientifique est très clair, ce sont les activités humaines qui sont responsables de ce réchauffement. La meilleure estimation à ce jour, c'est que l'intégralité du réchauffement, 1,15 degré au niveau planétaire, est due à l'effet des activités humaines sur le bilan d'énergie de la Terre, un effet réchauffant très fort dû aux émissions de gaz à effet de serre, en partie contrebalancé par un effet, on va dire, parasol des particules de pollution. Et sur la dernière décennie, les deux facteurs jouent dans le même sens. Amélioration de la qualité de l'air, Europe, Amérique du Nord, moins de particules de pollution, on perd un petit peu leur effet de masque, et puis poursuite des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles le rythme de réchauffement est actuellement particulièrement élevé. Bonne nouvelle, puisque nous en sommes à l'origine, nous pouvons agir de sorte à limiter l'ampleur du réchauffement. Et puis le constat scientifique s'affine également et il est capable pas uniquement de discerner comment des tendances à l'échelle planétaire sont modifiées parce qu'on perturbe le bilan d'énergie de la Terre, mais aussi d'analyser comment la probabilité d'occurrence, comment les caractéristiques, l'intensité d'événements extrêmes sont dopées parce qu'on accumule de la chaleur dans le climat. Les hexagones, ce sont des régions du monde, Med, la Méditerranée, WCE, l'Europe de l'Ouest. Sur cette carte, on a aussi les petites îles des Caraïbes ou du Pacifique qui apparaissent. Tous les hexagones en rouge indiquent là où l'influence humaine sur le climat rend plus intense, plus fréquent les extrêmes chauds. C'est généralisé. 2022, spectaculaire en France. 2023, vague de chaleur fin août, vague de chaleur également en septembre, des records de température également dans les outre-mer. Et
sur l'ensemble des études produites, la conclusion elle est toujours la même, plus probable, plus intense du fait de la perturbation du climat. 45 degrés dans de nombreuses régions, voire plus de 50 degrés, ça aurait été quasiment implausible si nous n'avions pas altéré le climat. Deuxième volet, les pluies extrêmes. Plus l'atmosphère se réchauffe, plus elle peut transporter de vapeur d'eau, 7% par degré de réchauffement. Et donc la même tempête, qui a la même trajectoire aujourd'hui, peut amener des quantités de pluie plus importantes. Et cela va également interagir avec notre aménagement du territoire. L'urbanisation exacerbe les extrêmes chauds par les effets d'îlots de chaleur dans les villes. Et puis l'urbanisation amplifie le ruissellement des pluies plus intenses. Et donc de nouvelles formes de risques d'inondation en France par crues éclairs qu'on ne connaissait pas, qui ne sont pas intégrées encore dans les plans de prévention de risques d'inondation. Et puis en ce qui concerne les sécheresses, l'atmosphère, quand elle se réchauffe, elle va vider plus vite les sols de leur humidité, en augmentant l'évaporation et la transpiration. Et donc elle va transformer une période parfois banale de manque de pluie en une sécheresse agricole plus grave. Et c'est ce qui est observé dans toutes les régions qui apparaissent en jaune. Mais les impacts de ces aléas climatiques qui changent sont le résultat de l'interaction entre ces caractéristiques physiques, l'exposition à ces aléas et les vulnérabilités. Par exemple, les personnes âgées, notamment les femmes, sont disproportionnellement vulnérables par rapport aux vagues de chaleur estivales, avec une surmortalité importante. On a 10 millions de maisons construites sur des sols argileux en France. On a une exposition très forte par rapport au mouvement des sols argileux liés à l'intensification des sécheresses. Et puis en Europe, l'aménagement de nos villes, sur le littoral, le long des cours d'eau, les rend particulièrement exposés aux risques d'inondation. Et enfin, parfois certains aménagements, par exemple en Libye, des barrages, qui ont empêché des événements de pluie importants récents de provoquer des inondations, ont donné un faux sentiment de sécurité. On construit à urbaniser dans des zones à risque d'inondation et quand le barrage cède, augmente l'importance en fait des pertes et des dommages considérables quand on a 4 fois plus de pluie que ce qui avait été utilisé à l'époque pour dimensionner les ouvrages. Donc notre capacité à anticiper, à réduire les risques est importante, mais peut parfois aussi donner des faux sentiments de sécurité. Donc ce qu'on observe dans le monde, c'est une généralisation d'impacts graves et de pertes et dommages attribués au changement climatique. Donc ça va concerner les écosystèmes dont on dépend pour leurs services, des changements dans le rythme saisonnier des espèces, mais également des dégradations, des mortalités de masse, récifs de coraux ou bien forêts, avec les effets du stress hydrique qui dégrade en fait la santé des forêts en France comme ailleurs, et avec des pertes de services, notamment par exemple le potentiel de prise de pêche a déjà diminué dans les océans tropicaux avec des enjeux de nutrition et de santé. Des effets sur les villes et les infrastructures, notamment avec l'effet des inondations et les dommages que cela induit. Lorsqu'on a une augmentation de la proportion de cyclones tropicaux très intenses, si par malchance ils arrivent sur une ville ou un petit État insulaire, les dommages sur les infrastructures sont tels que ça affecte l'activité économique longtemps après l'événement. Bien sûr, des impacts sur la disponibilité en eau, sur la production agricole. En fait, ça sape les gains des progrès des techniques agronomiques et donc ça entraîne parfois des chutes de rendement avec une augmentation des situations tendues à l'échelle régionale et donc des implications sur la sécurité alimentaire. Et puis enfin, de nombreuses conséquences pour la santé et le bien-être, parfois directes et parfois indirectes. Donc l'hyperthermie lors des extrêmes chauds, avec des enjeux de santé au travail, on l'a vu avec les vendanges cette année d'une manière importante, avec également des enjeux lors des inondations ou en cas de rupture d'approvisionnement en eau pour les maladies infectieuses, des enjeux sur la santé lors des déplacements qui sont également importants. Et donc la chose importante à anticiper, c'est la multitude de caractéristiques de météo et climat qui sont liées directement au niveau de réchauffement planétaire. On a identifié une trentaine de facteurs qui sont sources d'impact et qui vont continuer à évoluer avec chaque incrément de réchauffement planétaire. En 2022, le niveau de réchauffement a atteint 1,9 degré en France, plus que la moyenne planétaire. C'est plus marqué au-dessus des continents, c'est plus marqué dans les régions polaires aussi que la moyenne planétaire, encore dû à l'influence humaine sur le climat pour la France. Et enfin, quand on regarde l'année 2022, c'est l'année record, 3 degrés de plus que le climat pré-industriel en France, des vagues de chaleur importantes, sécheresses, rupture d'approvisionnement en eau, des incendies difficiles à gérer, certains épisodes également importants dans les régions d'outre-mer.
Et en fait, pour le climat des années 2020, il y avait 10% de chances d'avoir une année encore plus chaude. Donc ça faisait partie de la plage plausible. Et donc l'important, c'est d'en tirer les leçons pour anticiper les évolutions à venir, y compris des événements à fort impact, et s'assurer en fait d'en limiter les conséquences. J'ai mis l'accent sur la santé encore une fois, parce que ce sont des enjeux pour tous les systèmes de santé et pour tous les filets de protection sociale, avec donc les effets de stress thermique qui peuvent affecter parfois la capacité de travail et donc les revenus qui en dépendent, les risques liés aux événements extrêmes, y compris l'accès aux services de santé, les enjeux sur la production agricole, avec les effets extrêmement importants sur la nutrition et la sécurité alimentaire, les aires de répartition de vecteurs de maladies qui changent, on peut parler des tiques ou des moustiques tigres, qui augmentent en fait l'exposition à des maladies comme la dengue, donc des facteurs importants à anticiper, de nouvelles pressions sur la santé publique. Et puis agir sur le climat, c'est aussi réduire des polluants atmosphériques en décarbonant. Là, on a des bénéfices directs en termes de santé publique. Et puis ne pas sous-estimer la partie santé mentale. Souvent, on met l'accent sur la préoccupation par procuration pour les autres, l'éco-anxiété, qui reflète une forme d'empathie aussi. Mais en réalité, les risques pour la santé mentale, ce sont les traumatismes liés aux événements extrêmes, aux déplacements, les pertes de repères culturels, et parfois le chagrin lié à la perte de milieux naturels auxquels on tient, forêts, glaciers, plages. Et donc ces effets ne vont qu'augmenter, notamment dans les régions particulièrement exposées et vulnérables. Alors, éclairer les futurs possibles, c'est important pour construire des stratégies d'adaptation. Pour l'instant, ça n'est pas encore intégré dans le cadre réglementaire. On n'a pas aujourd'hui de trame de référence pour l'adaptation en France qui définissent finalement à quoi il est important de se préparer, qui dimensionnent les infrastructures, les ouvrages, le positionnement même des services publics. Ça va venir et c'est important de le faire. Le point le plus important à retenir, c'est cette relation étroite entre le cumul des émissions de dioxyde de carbone dans le monde et le niveau de réchauffement planétaire. Chaque tonne de CO2 qu'on rajoute, ce sont des incréments de réchauffement en plus. Chaque tonne de CO2 qu'on évite, ça contribue en fait à limiter l'ampleur du réchauffement à venir. Donc, dans le monde, tant que les émissions de CO2 ne seront pas à zéro, le climat continuera à dériver. On pense parfois que le système climatique a beaucoup d'inertie. C'est vrai sur certains aspects, mais pour la température à la surface de la Terre et tout ce qui en dépend directement, si on met les émissions de CO2 à zéro, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire. Par contre, les glaciers vont s'ajuster longtemps, la chaleur va se propager au fond de l'océan qui va continuer à gonfler, le Groenland, l'Antarctique vont s'ajuster, et une partie de la montée du niveau de la mer est inéluctable. Donc on a des choses différentes selon les caractéristiques lentes ou rapides que l'on regarde. Alors, pour évaluer l'évolution future du climat, nous on utilise un ensemble de scénarios socio-économiques qui balaient toute une large plage de futurs possibles. Le scénario en orange, intermédiaire, c'est celui qui ressemble le plus aux politiques publiques actuellement mises en œuvre dans le monde. Une baisse des émissions dans les pays développés, une poursuite de leur hausse dans les pays émergents, dans les pays en développement, donc au final une stagnation pendant quelques décennies et une baisse lente. Les scénarios très hauts, on ne peut pas les exclure, mais ils sont moins plausibles. Et les scénarios très bas sont techniquement possibles, mais ils vont dépendre en fait de la capacité à mobiliser, réorienter les financements, déployer les solutions plus rapidement. Donc au milieu, on a l'évolution de la température à la surface de la Terre. Dans le cas de très fortes baisses, une stabilisation du réchauffement au bout d'une vingtaine d'années. Dans le scénario intermédiaire, on n'est pas à émission zéro nette au cours de ce siècle. Donc le climat continue à dériver, mais plus lentement en fin de siècle. Et dans les autres cas, le rythme du réchauffement se poursuit de manière très importante. Pour moi, ce qui est important à retenir, c'est qu'on peut agir. Et on peut agir, il faut agir prioritairement sur les émissions de CO2. Ensuite, on peut aussi agir sur les émissions des composés à plus courte durée de vie, notamment le méthane. Réduire fortement les émissions de méthane est important à court terme, peut permettre de limiter le pic de réchauffement sur une décennie. Et puis ces tendances dues à l'influence humaine sur le climat vont être modulées par la variabilité naturelle. Une éruption volcanique, les variations de l'activité du Soleil, ça ne va pas déterminer le niveau de réchauffement, ça va un petit peu le moduler d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre.
Cette année, on a un événement El Niño, qui est un facteur de la variabilité spontanée du climat qui se déclenche. Ponctuellement, ça va entraîner des records de température pendant les 6 prochains mois. Et comme ça joue dans le même sens que l'influence humaine sur le climat, on va avoir des impacts plus importants, mais ça ne veut pas dire qu'on a une évolution hors de contrôle ou une accélération. C'est cette modulation qui se superpose aux tendances de long terme qui sont le résultat de l'influence humaine et du bilan d'énergie de la Terre. Alors je ne vais pas vous faire tout le panorama des conséquences, simplement mentionner que plus le curseur monte au niveau planétaire, plus le climat de chaque région se réchauffe, en moyenne annuelle, notamment au-dessus des continents, plus on va avoir une intensification du cycle de l'eau, avec davantage de précipitations dans les régions froides, davantage de précipitations dans les régions de mousson lorsque l'atmosphère contient plus de gaz à effet de serre, et à l'inverse, moins de précipitations dans les régions de climat méditerranéen, du fait d'arrivée d'air tropical sec dans ces régions. Donc c'est vraiment une conséquence d'un climat qui se réchauffe, donc des contrastes qui vont s'amplifier. Si on regarde les événements extrêmes, ceux qui ont souvent des impacts importants pour les activités économiques ou la santé, donc plus le curseur monte, plus on amplifie l'occurrence d'extrêmes chauds, des records de chaleur chaque année, partout. Plus on monte le curseur, plus on aridifie certaines régions, le tour de la Méditerranée, l'Amazonie, les grandes plaines américaines. Donc l'humidité des sols va baisser graduellement à mesure du réchauffement, et ça c'est critique sur les cultures, les forêts, la gestion de l'eau, de l'anticiper. C'est le cas en métropole. Et enfin, même dans les régions qui s'assèchent, plus on va augmenter les records chaque année de jours, d'heures de précipitations intenses. Donc c'est important de l'anticiper, cette augmentation de l'occurrence de saisons, d'événements très humides et très secs, qui posent des questions profondes sur la gestion de l'eau, avec déjà une situation critique à Mayotte en ce moment, sur l'approvisionnement en eau potable. Donc des enjeux pour la santé, parce que plus le curseur monte, plus on va avoir des conditions de chaleur et d'humidité, notamment d'abord dans les tropiques et puis ensuite à d'autres latitudes, dangereuses pour une activité physique en extérieur. Donc des implications sur les revenus des travailleurs en extérieur, bâtiments, agriculture. Et puis plus dans toutes les régions, on augmente aussi la morbidité, la mortalité liée à la chaleur. Mais celle-ci ne dépend pas que du niveau de réchauffement. Les risques dépendent à la fois du niveau de réchauffement, de l'adaptation des villes, des lieux de vie, des pratiques de travail. Et elles dépendent aussi de l'investissement dans les systèmes de santé pour pouvoir interagir très vite quand une personne manifeste des signes d'hyperthermie. Protéger les personnes isolées, âgées par exemple. Donc là, c'est des investissements dans les systèmes de santé qui peuvent protéger les plus fragiles et limiter l'escalade des risques liés à la chaleur. Protéger également les écosystèmes. Là, on voit en fait le nombre d'espèces animales, sur Terre comme en mer, dont les coraux, exposés à des conditions de température seule potentiellement dangereuses. Plus le curseur monte, plus ça va être une pression supplémentaire sur le vivant, en plus de l'urbanisation, des pollutions locales, de la fragmentation des habitats. D'où l'importance de protéger les écosystèmes et réduire les autres pressions. Et je rappelle que l'océan aujourd'hui absorbe un quart de nos émissions de CO2 mondiales, ce qui conduit à son acidification. Donc préserver les écosystèmes marins, c'est garder leur capacité à stocker du carbone. Et sur les continents, la végétation et les sols en récupèrent à peu près 30% chaque année, avec cette importance de renforcer, préserver ces puits de carbone, mais aussi des zones riches en biodiversité, avec un volet d'action important dans cette dimension-là. Plus le niveau de réchauffement planétaire monte, plus on sera exposé à des dommages graves par l'augmentation des conditions propices aux incendies chaudes et sèches. Là, au Canada, les feux de forêt majeurs ont entraîné des émissions de gaz à effet de serre qui représentent, rien que cet été, 2 fois les émissions annuelles du Canada par l'ensemble des activités humaines. Donc on voit bien en fait les enjeux considérables liés à notre capacité à intervenir rapidement, avoir des écosystèmes mieux gérés, plus résilients, et puis limiter l'ampleur du réchauffement. Des risques également de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles à gérer. Donc là, ce qu'on voit, c'est les rendements de maïs qui, au-delà de 35 degrés, ont tendance à chuter dans les régions qui apparaissent en violet. Une population mondiale qui augmente, une demande alimentaire pour nourrir les animaux d'élevage, pour nourrir les humains,
Si on a une alimentation plus végétale, on réduit cette pression sur l'utilisation des terres, on renforce la résilience. Et les effets en cascade, c'est dans des régions particulières, une incapacité de travail physique en extérieur parce qu'il fait trop chaud ou trop sec, une baisse des rendements agricoles, une hausse du prix de l'alimentation locale. Et là, c'est des risques en fait de pièges de pauvreté et de situations de malnutrition dont on sait qu'elles affectent de manière disproportionnée les femmes enceintes et leurs enfants, les jeunes enfants, avec des enjeux à apporter des réponses rapides pour éviter des effets très difficiles à gérer par la suite. Et puis enfin, je sais que c'est lourd à porter, mais il est important de comprendre que notre héritage, de ce qu'on fait maintenant, de notre mode de vie, de nos émissions de gaz à effet de serre, il va se manifester à l'échelle de milliers d'années, notamment par la montée du niveau de la mer. 20 cm au XXe siècle, dû à l'accumulation de chaleur dans le climat, ça a accéléré, c'est 4 mm par an. Ça augmente les situations d'inondation chronique à marée haute, par exemple en Floride ou dans certains territoires d'outre-mer. Lorsqu'on a une tempête et l'onde de tempête associée, les 20 cm de plus augmentent les records de niveau marin, c'est ce qu'on observe partout. Nos ouvrages n'ont pas été dimensionnés pour cela, pas encore. Et puis enfin, c'est de l'eau salée qui arrive dans les aquifères d'eau douce sur le littoral, des effets sur les écosystèmes côtiers. Donc un ensemble de risques, y compris d'érosion des côtes sableuses. Et là, les mesures pour y faire face demandent d'anticiper. On peut bouger des sédiments, restaurer des écosystèmes, mais ça a une limite en cas de fort rythme de montée du niveau de la mer. On peut renforcer des barrières comme à Venise ou sur la Tamise. On peut renforcer les digues. Ça prend parfois des dizaines d'années à être planifié, financé, mis en œuvre. Et ça a également des limites. Et donc là, les enjeux, c'est également le repli stratégique, notamment pour assurer la continuité des services publics, anticiper, de sorte à s'assurer que les investissements sur les infrastructures ne soient pas dans les zones qui seront à risque dans les décennies à venir, pour éviter en fait de toucher à des choses névralgiques dans le fonctionnement des sociétés sur le littoral. Donc à retenir en Europe 4 risques clés: les extrêmes chauds, leurs effets sur la santé et les écosystèmes, les risques de perte de rendement agricole avec les enjeux de solidarité, de mutualisation de risques, notamment pour les exploitants, les risques de pénurie d'eau, d'abord au sud et puis ensuite en Europe de l'Ouest. Et là, ce sont des enjeux, par exemple, de navigabilité sur des fleuves. Ce n'est pas simplement l'enjeu uniquement direct d'approvisionnement en eau ou d'irrigation. Puis enfin, un ensemble de risques d'inondation. Et pour les petites îles, beaucoup d'effets vont passer par l'état des écosystèmes, leurs effets sur les infrastructures, notamment pour l'eau, avec des risques importants de pertes et de dommages, et l'importance des filets de protection de la mutualisation de risques. Pour la France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à horizon 2050, si on a 2 degrés de réchauffement au niveau planétaire, bien à ce moment-là, l'année record, qui était 2022, serait l'année normale. Donc l'enjeu, en anticipant, c'est anticiper ce que sera l'année record de 2030, de 2040, de 2050, par une approche d'anticipation de risques et s'y préparer pour y faire face et protéger notamment les plus fragiles, les plus exposés dans tous les domaines, y compris sur les enfants, y compris sur les entreprises, et d'arriver à avoir des dispositifs qui soient prêts à être déployés rapidement pour faire en sorte en fait, d'assurer la limitation des pertes et des dommages. Comment accélérer l'action? C'est vraiment l'enjeu, compte tenu des futurs qui seront indésirables, dans lesquels on ne veut pas être, mais aussi ce qui pourrait être ingérable. Et donc pour cela, les leviers d'action sont considérables, et l'enjeu à retenir, c'est le suivant. Si on continue comme aujourd'hui, les promesses faites par les différents pays tièdes, elles impliquent une stagnation des émissions mondiales de gaz à effet de serre à horizon 2030, les trajectoires d'émissions qui permettent de limiter le réchauffement, largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré, c'est-à-dire tenir l'accord de Paris sur le climat, c'est une baisse d'un quart à 50% à horizon 2030. Et cette baisse, elle doit être construite, elle doit être accompagnée d'abord dans les pays les plus riches, puis après avec une solidarité pour les pays qui sont dans une phase de besoin, de base et de développement. Les bonnes nouvelles, c'est que les leviers d'action qui existent aujourd'hui, en termes d'innovation technologique, de maîtrise de la demande, de solutions qui s'appuient sur les écosystèmes, elles offrent un potentiel technique qui pourrait permettre de diviser par 2 les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le pic des voitures thermiques, c'était 2017. On a un déploiement rapide de pompes à chaleur en Europe, plus 40% en un an.
le nombre de ventes de véhicules électriques double chaque année. Donc on est en fait au début de transformations profondes, avec l'enjeu de les accompagner, de les faire dans l'intérêt général, et mobiliser les financements en appui à ces transformations, avec le potentiel d'améliorer la qualité de l'air. Et ce qu'on voit parfois comme des investissements coûteux pour décarboner, ça peut être aussi vu comme des investissements au bénéfice de la santé publique. Les gains dans le monde de l'amélioration de la qualité de l'air sont supérieurs au montant des investissements pour cette décarbonation. En France, qu'est-ce qui pèse le plus? Les transports. Effet confinement et rebond, on a du mal à ce que ça diminue. On a une baisse graduelle dans les autres secteurs, bâtiments, à peu près à part égale, bâtiments, industrie et agriculture, avec récemment des effets conjoncturels, confinement et rebond, hiver doux, appel à la sobriété pour passer les crises d'approvisionnement énergétique. Et l'enjeu, c'est changer d'échelle et avoir des politiques structurelles qui vont porter leurs fruits pour doubler le rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. On misait sur les forêts, l'accroissement des forêts, pour capter à peu près 7% de nos émissions. C'était le cas jusqu'aux années 2010. Mais les forêts sont dégradées, mortalité d'arbres, dépérissement. Elles ne captent plus que 4% de nos émissions. Et donc c'est l'importance de souligner qu'il ne s'agit pas d'avoir des mesures de compensation, d'acheter des permis de polluer par des restaurations d'arbres uniquement, mais de réduire à la source les émissions dans les secteurs émetteurs, notamment transport, bâtiment, industrie. Et si on regarde les leviers d'action qui existent, dans les rapports du GIEC, vous n'aurez pas la feuille de route. Mais vous avez une évaluation pour chaque grand système énergie, des leviers d'action pour que les systèmes énergétiques soient plus résilients, et ensuite du potentiel, la taille de la barre, et du coup la couleur de la barre de chaque levier d'action. Les révolutions dans le monde, c'est notamment les énergies renouvelables qui permettent de décarboner la production d'électricité, mais avec tous les autres leviers d'action qui sont disponibles, qui vont dépendre du contexte, avec cet enjeu d'électricité bas carbone, et ensuite substituer de l'électricité bas carbone au pétrole, au charbon, au gaz, pour tous les autres secteurs d'activité. Des enjeux considérables sur le système alimentaire, la gestion des terres, de l'eau, avec des enjeux d'efficacité, des enjeux d'évolution des pratiques alimentaires qui font partie des leviers d'action, et d'appui à la résilience des acteurs du monde agricole notamment. Sur les villes et les infrastructures, l'enjeu de penser à la fois l'adaptation à un climat qui change et la décarbonation, et vous voyez qu'il n'y a pas un seul levier d'action, il y en a des multiples, et c'est une caractéristique de ce secteur, l'aménagement du territoire, l'efficacité des bâtiments, mais aussi mobilité active, transport en commun, véhicules électrifiés, tout cela fait partie des leviers d'action, avec des enjeux de transformation du système de santé pour qu'il contribue à l'adaptation et à la résilience. Et enfin, tout l'aspect mutualisation de risques, filet de protection sociale, qui joue un rôle considérable pour limiter les pertes et dommages, notamment pour les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables, ou pour les entreprises les plus vulnérables également. J'insiste un tout petit peu sur le volet sobriété. Dans les rapports du GIEC, c'est vraiment le résultat de stratégies collectives qui favorisent des styles de vie, des pratiques professionnelles sobres en carbone. Donc ce n'est pas les petits gestes que l'on fait chacun, c'est des infrastructures, des investissements qui rendent accessibles des styles de vie personnels et professionnels plus sobres, avec 3 grands leviers d'action, ce qu'on évite, ce qu'on remplace et ce qu'on améliore, et qui se déclinent en fait à tous les niveaux de la prise de décision, notamment éviter par exemple des déplacements en avion, remplacer des mobilités avec des véhicules thermiques par d'autres formes de mobilité ou différentes formes d'alimentation. Et enfin, améliorer, c'est notamment la performance des bâtiments, et c'est également les pompes à chaleur, par exemple, particulièrement efficaces sur des bâtiments bien isolés. Je termine en fait en soulignant l'enjeu à changer d'échelle pour éviter d'atteindre en fait des limites à l'adaptation, ressources en eau, production alimentaire, des pertes et dommages et l'escalade des coûts, avec de nombreuses actions d'atténuation, donc réduction des émissions qui ont des bénéfices pour la santé. J'ai indiqué les enjeux qualité de l'air, mais mobilité active, également important, alimentation saine, confort thermique des lieux de vie, des bâtiments de travail. De nombreux bénéfices à l'adaptation, notamment pour maintenir la productivité agricole, renforcer la sécurité alimentaire, préserver le vivant, mais aussi pour le confort, le bien-être, la stabilité des revenus, avec les difficultés parfois de réconcilier des intérêts, des valeurs, des visions du monde qui peuvent être divergents,
et construire des résultats qui soient équitables et justes. Donc j'ai souligné en fait l'importance du partage de connaissances ici, c'est pour ça que vous m'avez fait venir, hein, pour vous permettre de plonger dans cette masse de connaissances qui existe. Mais vous êtes aussi porteur de connaissances par vos pratiques, par les transformations que vous mettez en place. C'est important de les donner à voir. On est sur une phase importante, je pense, en France, en Europe, de mettre en œuvre des transformations dans l'intérêt général. On est aux avant-postes dans certains secteurs, et je pense que ça doit être une vraie source de fierté, tout en étant lucide hein, sur les difficultés à surmonter les obstacles. Et les leçons tirées de ces obstacles, de ces barrières, elles peuvent permettre d'aller plus vite aussi pour les autres, d'où l'importance des moments de partage et d'échange, comme c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas simplement une histoire de climat, vous disiez la semaine du développement durable. En fait, chaque levier d'action, il a des effets parfois pervers ou des bénéfices pour les autres aspects d'un développement soutenable. Et donc, c'est important d'avoir ces grilles d'analyse. Et devant chaque décision, de se poser la question, est-ce que ça exacerbe les vulnérabilités, l'exposition aux aléas climatiques, ou au contraire, ça les réduit? Est-ce que ça acte des émissions de gaz à effet de serre à long terme, ou est-ce qu'au contraire, ça permet de les éviter? Est-ce que c'est au bénéfice de la biodiversité? Est-ce que ça va permettre de réduire les inégalités? Et il n'y a pas une réponse univoque, mais cette grille de réflexion, elle est extrêmement importante pour finalement construire une forme de développement qui soit résilient face au climat et qui aille vers ces émissions à zéro net. Avec, dernier enjeu, la réorientation des financements qui est critique. C'est là où il y a le plus grand décalage entre les leviers d'action technique, l'aspiration des personnes, de la société à construire ce développement qui soit soutenable, mais s'assurer que les financements, les investissements soient vraiment au service du déploiement de ces solutions, c'est critique. Très bien, merci beaucoup pour cet exposé tout à fait passionnant. Et on va ouvrir maintenant la première session d'échange avec nos invités sur le plateau et avec les questions qui ont été posées. On en a plusieurs. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous exprimer sur le chat. Et donc, je me retourne vers nos invités. Sébastien Barré avait une première question ou réaction. Oui, la question que je me posais, c'est face à la puissance des dynamiques sur le climat que vous avez décrite, face aux enjeux, on voit dans l'industrie, les transports, l'agriculture. Bon, dans le milieu professionnel, parfois on promeut des éco-gestes, être économe sur la clim, éteindre la lumière en sortant, ne pas inonder de mails ses collègues. Finalement, est-ce que ça a un sens, les éco-gestes du quotidien, par rapport à ce que vous avez décrit, qui est beaucoup plus puissant? En fait, on a besoin des deux. C'est-à-dire, les éco-gestes, finalement, ils demandent très peu d'investissement. C'est parfois une toute petite transformation de pratique à l'échelle personnelle. Le potentiel d'action, il est parfois de l'ordre de 20-25% quand on regarde bien. Et je pense que ce qui peut être très motivant, ce n'est pas simplement l'incitation, mais c'est aussi la mesure. Et on l'a vu par exemple l'année dernière, lorsqu'il y avait des difficultés d'approvisionnement en gaz ou en électricité. Les appels en fait, à maîtriser la demande ont permis d'éviter des pics de demande, de redémarrer par exemple des centrales à charbon. Et donc là, on a l'effet mesurable de ces petits gestes individuels. Donc avoir des moyens de le mesurer et de montrer l'échelle que cela permet d'atteindre par rapport aux choses plus structurantes, c'est aussi important pour ne pas être un peu cynique sur ce qui est fait par rapport à ce qui reste à faire. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Amghar, vous avez une réaction ou une... Ce qui me frappe, c'est qu'on est souvent dans une posture où on dit on fait déjà des choses et il faut qu'on en fasse un peu plus. Bon. Moi, ce qui me frappe à travers ce que vous dites, notamment sur la temporalité et sur la criticité de la période dans laquelle on rentre, c'est qu'on ne peut pas être uniquement dans on va faire un peu plus ce qu'on a fait jusque-là. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment sur des stratégies de rupture dans l'échelle des actions qu'on entreprend, y compris en assumant éventuellement des changements de confort par rapport à des modes de fonctionnement très établis, que ce soit, on y reviendra, dans nos politiques de déplacement, dans l'usage de nos locaux. Enfin, je pense qu'on ne peut plus être uniquement dans de l'ajustement, mais dans de la rupture, y compris en réinterrogeant, en remettant des questions qu'on ne voulait pas se poser jusqu'à présent, parce que s'il y avait un confort à remettre en cause. Alors, ouais, je suis tout à fait d'accord sur l'idée de penser autrement. C'est-à-dire, pour moi, en fait, ce n'est pas le confort qui est le point central. C'est plutôt des pratiques enracinées qui sont là, dont on a l'habitude. Et à un moment donné, faire le pas de côté, les remettre en question et s'interroger sur comment est-ce qu'on peut faire autrement et qui peut être mieux dans de multiples dimensions.
Et donc, je prends l'exemple des mobilités, mais on est par exemple sur des jeunes en France dont les capacités physiques diminuent fortement, beaucoup de sédentarité. C'est un vrai enjeu de santé publique. Donc tout ce qui peut permettre de les mettre en mouvement, ce sera positif, mais ça demande des infrastructures, par exemple aller à l'école à vélo, ça demande que ce soit fait en toute sécurité, pareil pour le travail. Et donc ça demande d'investir dans des infrastructures qui vont rendre possible les changements. Et après, il y a la pratique culturelle qui, elle, va dépendre des effets de dynamique collective, en fait, des effets d'entraînement, et qui demandent à être pensés d'une manière très différente. Très bien, merci beaucoup. Nous avons quelques questions du public et donc je vais vous les poser, enfin je vais en sélectionner quelques-unes parce qu'elles sont nombreuses. Peut-être la première, comment arrivons-nous à mesurer le réchauffement climatique annuel? Donc en fait, on a un réseau d'observation. Au-dessus des continents, ce sont les stations météorologiques. Les stations de référence sont à l'extérieur des villes pour ne pas être affectées par les effets d'îlots de chaleur urbains avec des normes strictes depuis les années 1950. Et puis enfin, au-dessus des océans, on a en fait à la fois des systèmes de bouées et des réseaux d'observation, y compris par bateau, qui nous fournissent une estimation de l'état de la surface de l'océan et sa température. On a également, depuis la fin des années 70, une capacité d'observation depuis l'espace par satellite également. Et puis avant les années 1950, on a retraité et corrigé par rapport au changement de méthode d'observation toutes les données historiques disponibles. On a également des archives naturelles du climat, c'est plus mon travail en fait, qu'on va faire parler, alors les dates des vendanges, les anneaux des arbres, les informations issues des sédiments marins, des coraux, des glaciers, des sédiments de lacs. Et ça nous permet de reconstituer, même année par année, sur près de 2000 ans, l'évolution de la température à la surface de la Terre. Et ça montre que le réchauffement actuel est aussi une rupture sur ce temps long. Très bien, j'ai une deuxième question. La Chine et les États-Unis sont les deux plus gros émetteurs de CO2 dans le monde. Quelle est la place de la France dans cet échiquier mondial? Oui, donc la Chine et les États-Unis sont les deux premiers émetteurs mondiaux, avec pour l'Amérique du Nord des émissions par personne qui sont à plus de 15 tonnes de CO2 équivalent, qui ont diminué. Et du côté de la Chine, des émissions par personne qui rejoignent à peu près celles des Européens, mais dont une partie, en fait, des émissions correspondent à des exportations de biens manufacturés en Chine et qui sont importés ici. Donc en fait, il faut les rajouter à notre propre partie. Donc si on regarde également dans le monde, tous les pays qui représentent de l'ordre de 1 à 2% des émissions de gaz à effet de serre, comme c'est le cas pour la France, si on tient compte même du commerce mondial, c'est la majorité des pays. C'est-à-dire plus de la moitié des émissions mondiales proviennent de pays dont l'empreinte individuelle reste limitée, 1 à 2%. Et donc l'action dans ces pays elle est extrêmement importante pour avoir un effet à l'échelle planétaire également. Ce n'est pas simplement le cas des États-Unis et de la Chine. Très bien. Et puis j'ai une dernière question. On attend que la Chine s'est engagée à atteindre son pic d'émissions cette décennie. C'est en tout cas les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'accord de Paris. Et donc une dernière question. Que faut-il imaginer aujourd'hui pour faire comprendre l'urgence de la situation, non seulement aux décideurs, mais aux citoyens? Moi, je pense que la chose importante, c'est permettre de faire le petit pas de côté par rapport à la vie quotidienne et mesurer, par exemple, à l'endroit où on vit, quels ont été les changements observés. On ne le voit pas au quotidien. Donc il y a des ressources qui sont très bien faites, par exemple le site Climat HD de Météo France, qui permet de regarder région par région qu'est-ce qui a été observé, et puis après se projeter sur les évolutions futures. Et quand on a l'occasion de faire cette réflexion, tout en s'appuyant également sur les leviers d'action qui existent, toutes les initiatives citoyennes, les assemblées citoyennes, la Convention citoyenne pour le climat, montrent que les personnes de bonne volonté, je dirais, quelle que soit leur vision du monde, leur rattachement politique ou autre, peuvent se retrouver sur une aspiration commune à ce vers quoi elles voudraient aller collectivement, aux situations de ce que l'on veut préserver et transmettre, parce qu'il y a cet enjeu-là. Plus le climat change vite, plus il va avoir des conséquences majeures sur l'environnement dans lequel on a grandi, sur des pratiques, sur des traditions également. Et donc, on voit que toutes les initiatives citoyennes, quand les personnes ont la chance de pouvoir prendre le temps de s'approprier ces enjeux-là, montrent une forte volonté à pouvoir être porteurs de solutions, à condition que ce soit fait de manière juste. Très bien, merci beaucoup. Bien, écoutez, on vous retrouvera à la fin de l'émission pour la conclusion de cette émission et il est désormais temps
de passer à la deuxième partie de cette émission, donc qui va être centrée sur les enjeux de la transition écologique pour les branches de la sécurité sociale, du régime général de la sécurité sociale. Et je vous rappelle que vous pouvez poser aussi sur cette séquence des questions par l'intermédiaire du chat. Et je vais lancer le jingle auprès de la régie. Nous sommes de retour sur le plateau pour cette deuxième séquence et donc je souhaite la bienvenue à Monsieur Fatoum qui vient de nous rejoindre. Et donc cette séquence va être une alternance de prises de parole sur le plateau et de séquences préenregistrées. Et sans plus attendre, je vous propose d'écouter l'intervention de Nicolas Grivel, donc directeur de la Caisse nationale des allocations familiales et président du COMEX de Lucans. Et donc sur cette vidéo, il s'exprime sur la stratégie de la branche famille en matière de transition écologique. Je crois qu'on peut dire qu'on est tous de plus en plus conscients, de plus en plus mobilisés sur les enjeux de transition énergétique, de questions climatiques de manière générale. On fait partie de la société et à ce titre, on n'en est pas exclu de ce mouvement très, très global. Mais on a aussi une responsabilité qui nous est propre, c'est d'être acteur sur ces sujets, de plus en plus aussi, avec les moyens qui sont les nôtres, les pouvoirs qui sont les nôtres, les champs de compétences qui sont les nôtres. À ce titre-là, il y a deux champs principaux d'intervention qui vont nous mobiliser au sein de la branche famille. Un champ plus interne qui nous concerne en tant qu'employeur, en tant qu'établissement, caisse, en tant que tel. Et puis un champ plus externe qui va renvoyer à nos partenariats, à ceux qu'on finance, à ceux qu'on accompagne et à leur rôle aussi dans ces changements nécessaires dans la transition. Donc au premier chef, nous sommes concernés directement en tant que caisse nationale, caisse locale, en tant qu'employeur, en tant qu'offreur de services de manière générale, par des évolutions que nous devons porter et apporter. C'est des sujets qui ne sont pas complètement nouveaux, mais on voit bien qu'il y a une ampleur beaucoup plus importante ces dernières années, et la nouvelle convention d'objectifs et de gestion leur donne aussi une impulsion plus forte. Et donc nous allons être mobilisés évidemment sur des questions très classiques désormais, mais sur lesquelles les défis restent très importants. Propriétaire immobilier, qu'est-ce qu'on fait de notre parc immobilier, comment on le fait évoluer, comment on le rénove beaucoup, comment lorsqu'il y a des situations qui appellent des constructions neuves, on se place évidemment à la pointe des exigences, des normes et des progrès sur ces sujets, et comment on peut de manière générale être exemplaire sur ces thématiques immobilières qui sont évidemment très fortes. Ça fait un moment que ces sujets d'impact environnementaux, d'empreinte carbone, sont systématiquement regardés par nos équipes, par nos instances au moment des prises de décision. Ça s'applique évidemment à tout ce qui fait la vie aussi du travail, le quotidien, les usages, les fluides, la façon dont on prend en compte aussi un certain nombre d'exigences en la matière. Et c'est souvent des sujets qui se prêtent assez bien à des initiatives de salariés, à des innovations, à des propositions nouvelles. Et donc il faut faire vivre ça, accompagner, et puis parfois lui donner une impulsion, une orientation, des moyens. Et donc on va évidemment y travailler. Et puis pour ce qui nous concerne aussi en interne, et compte tenu notamment des activités des caisses nationales très fortes sur la dimension informatique, il y a tout le sujet de l'empreinte carbone et de l'empreinte numérique. Et comment on peut, sur nos data centers, sur la façon d'utiliser et de stocker les données, les flux qui s'y attachent, là aussi intégrer cette problématique de manière beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée et plus attentive à ces enjeux, au-delà évidemment des autres considérations qui sont les nôtres, pour être les plus efficaces sur ces sujets. Voilà, donc il y a un ensemble de thématiques qu'on va porter en interne et qui vont permettre aussi d'accompagner nos salariés, qui sont des salariés là aussi citoyens, mobilisés, conscients de ces sujets, parfois porteurs d'idées. Et puis parfois, il faut aussi leur donner ces idées, les partager, les accompagner dans un mouvement d'évolution. Et donc toute une dimension ressources humaines autour de ces sujets et d'animation des ressources humaines sur ces thématiques. C'est le premier point en tant que porteur interne d'une dynamique sur la transition écologique et l'attention portée au climat. Deuxième aspect, nous sommes aussi porteurs et promoteurs
d'une transmission plus globale de ces enjeux en externe avec nos partenaires, avec les organismes que nous finançons, et ils sont nombreux au sein de la branche famille. Et donc nous allons, de manière peut-être plus forte et plus nouvelle que dans la précédente génération de conventions d'objectifs et de gestion, porter ces enjeux directement, les porter en tant que financeur, donneur d'ordre quelque part de certains des acteurs, et puis en tant que partenaire, acteur avec d'autres de politique sociale. Et donc on voit bien qu'un certain nombre d'établissements, des crèches, des centres de loisirs, des centres de vacances, des centres sociaux, que nous finançons assez largement, peuvent être très directement acteurs de ces sujets, sont concernés également par des problématiques immobilières, des problématiques énergétiques, des problématiques d'employeurs quelque part, et que nous avons des messages à leur porter, mais aussi des financements à leur apporter, parce que ces choses peuvent impliquer un coût initial, même si ça peut être un investissement tout à fait, y compris d'un point de vue économique, rentable. Et donc nous avons d'ores et déjà intégré, nous allons l'amplifier, des capacités de financement, d'investissement pour aider les crèches, pour aider les centres sociaux et d'autres structures à se moderniser, quand on construit des immeubles neufs, à bien prendre en compte ces problématiques, mais souvent, et plus souvent encore dans la rénovation, être directement acteurs. Et puis ce sont des partenaires qui sont en contact direct avec le public, pour lequel ils peuvent apporter là aussi des solutions, des conseils, être partie prenante de ces enjeux de transition énergétique, de la prise en compte de l'empreinte carbone, des enjeux climatiques de manière générale, a fortiori vis-à-vis de publics qui sont des enfants, qui sont des jeunes qu'on accompagne, on peut passer un certain nombre de messages, qui sont des familles, la vie en famille, la façon dont on sensibilise les différents âges de la vie sur ces sujets. Et puis parfois, qui sont des populations qui connaissent des difficultés, qui sont en but direct à des problèmes financiers et qui sont, on le sait, les premières victimes des enjeux de transition. Ils sont moins impactants d'un point de vue carbone en moyenne, nettement moins, et pour autant, ils subissent les conséquences de manière beaucoup plus forte. Donc là aussi, il y a un certain nombre de messages, de points d'accompagnement, de conseils qui peuvent être portés par les organismes que nous finançons à notre impulsion et sur la base aussi de cahiers des charges, d'orientation, de priorités qu'on peut donner très fortement avec une dimension innovation aussi très forte sur ce sujet. Donc voilà, nous sommes des acteurs de la transition écologique et de la sobriété de manière générale qui s'assument comme tels en interne, qui s'assument comme tels en externe vis-à-vis de nos partenaires et nous avons notre place à prendre dans ces enjeux. On a également, et c'est une perspective qui peut être d'ouverture sur la suite, pas forcément complètement immédiate, mais un enjeu de réflexion sur les politiques sociales de manière générale, et là aussi l'accompagnement que cette politique sociale peut avoir dans une dimension environnementale au soutien de publics les plus fragilisés. Et on voit bien que les réflexions sont encore parfois à leur début sur ces sujets, quand il y a des considérations d'impact d'un certain nombre de mesures, quand on parle de fiscalité écologique, quelle est la dimension redistributive des politiques sociales en considération de ces enjeux écologiques, de l'impact environnemental et des transformations à apporter. Et donc là, il y a aussi une réflexion à apporter et on a envie de prendre aussi notre part sur ces sujets parce que si ces développements ne sont que limités à ce stade, il est fort à parier que dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, il y aura une transition écologique aussi des politiques sociales. Et en tant qu'acteur des politiques sociales, acteur important du système redistributif français, nous avons à réfléchir à ces sujets pour les incorporer le plus tôt possible et le mieux possible, ce qui n'est pas forcément simple, ce qui pose beaucoup de questions, mais qui est évidemment à la fois prometteur et sans doute indispensable à terme d'intégrer ces réflexions de croisement de la question sociale et de la question environnementale. Donc voilà, sur tous ces sujets, nous sommes déjà acteurs immobilisés et nous le serons d'autant plus dans les années qui viennent. Eh bien, merci Monsieur Grivel. Et donc, je me tourne vers Monsieur Fatome avec la même question concernant la stratégie de la branche maladie en matière de transition écologique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Merci à Lucans d'avoir organisé cette semaine du développement durable et très heureux de partager avec vous la stratégie de la branche maladie. Très honoré également de dialoguer avec Madame Masson-Delmotte. Je l'ai écouté en arrivant et déjà beaucoup de messages et d'enseignements. Je crois que c'est très précieux de les partager. Je suis très proche de ce que Nicolas Grivel a évoqué parce qu'on est tous confrontés à ces enjeux-là et qu'on est, je crois tous, des services publics qui ont des tailles importantes et qui s'engagent. On vient tous de signer nos coges en plus dans cette logique de diminuer notre empreinte carbone parce que voilà,
des dizaines de milliers de collaborateurs, de l'immobilier, des déplacements, de la consommation d'énergie, du numérique. Et donc là-dessus, j'ai envie de dire, la voie est assez bien tracée, ça ne veut pas dire qu'elle est facile, mais on a tous des feuilles de route ambitieuses et l'assurance maladie, n'étant pas la plus petite des branches, elle est évidemment très très concernée par ces enjeux-là. Un exemple, hein, on est un des plus gros gestionnaires de données de santé. On a la chance de gérer le SNDS, qui est une des plus grandes bases de données d'Europe. Et donc, il y a des enjeux évidemment de data center, de diminution de la consommation d'énergie. Mais ce que je voulais peut-être, et c'est très important, et on s'est organisé avec le réseau de l'assurance maladie, je vous ai entendu également, j'allais dire, les gestes de chacun et l'accompagnement collectif. Ces deux mouvements-là, on va essayer d'être au rendez-vous des jalons qu'on s'est fixés. Encore une fois, ce n'est pas facile, mais le chemin, il est bien identifié. Je voulais peut-être insister sur une des originalités, mais qui rejoint la thématique un peu externe qu'évoquait Nicolas, qui touche à la branche maladie, c'est qu'on est évidemment le principal financeur du système de santé, et on n'est pas que le financeur, on a des rôles en termes de régulation et d'accompagnement et de transformation du système de santé. Et je parle sous le contrôle de Madame Masson-Delmotte, mais le système de santé en France, il produit à peu près 8% des gaz à effet de serre. Donc c'est un enjeu considérable de se dire comment on peut faire diminuer, décarboner le système de santé, parce que c'est un très gros consommateur. Et que ça, c'est un enjeu, pour l'assurance maladie en tout cas, un peu nouveau. On est un acteur de régulation, je le disais, on est un acteur de la maîtrise des dépenses de santé, mais comment on peut être un acteur des transformations des organisations du système de santé pour qu'ils consomment moins de carbone. Clairement, là aussi, c'est des choses qui sont assez bien identifiées dans la COG, d'ailleurs de comprendre mieux et de travailler avec les experts sur où sont les principales sources de consommation de carbone dans le système de santé. Hein. Tout simplement, c'est déjà assez bien établi, mais la moitié, c'est les produits de santé, les médicaments, les dispositifs médicaux, mais on a d'autres domaines. On pense évidemment par exemple au transport sanitaire. Et puis, dès lors qu'on comprend mieux comment on peut agir pour diminuer cette empreinte carbone. Et donc ça, on a commencé d'ores et déjà, travailler avec les pharmacies d'officine, la dispensation à l'unité de médicaments, c'est moins de gaspillage, une pharmacie verte. Qu'est-ce que c'est au-delà du signal et de l'éclairage? Qu'est-ce que c'est qu'un transport sanitaire éco-responsable? Tout simplement faire du transport partagé, des patients dans un même véhicule, développer le transport électrique en matière de transport sanitaire. C'est déjà des engagements qu'on a pris avec les transporteurs sanitaires et avec les pharmaciens, et on veut le faire à chaque fois. Chaque fois qu'on négocie avec les professions de santé, on veut poser ce qu'on a appelé entre nous la brique verte, c'est comment on peut amener, et on va en rediscuter avec les médecins dans les prochaines semaines, le cabinet médical vert, entre guillemets, qu'est-ce que ça veut dire? Et je dois dire qu'on a, ça rejoint ce que vous disiez, je crois aussi tout à l'heure, une réception très positive de beaucoup de nos partenaires, et pas que de la jeune génération aussi, je le dis. Et c'est aussi un élément pour nous motivant, parce que quand on revient après la crise sanitaire, en parler avec nos partenaires à l'hôpital ou en ville d'économie dans le système de santé, c'est pas toujours facile. Et il ne s'agit pas d'instrumentaliser la transition écologique, mais quand on leur parle sobriété, quand on leur parle utilisation des dispositifs médicaux à usage unique, quand on leur parle sobriété dans l'utilisation des ressources du système de santé, c'est beaucoup plus, j'allais dire facile, et ça nous permet d'engager un dialogue, entre guillemets, gagnant-gagnant, meilleure maîtrise des ressources, sobriété dans le système, diminution de l'empreinte carbone. Et voilà, donc ça c'est vraiment un angle d'attaque qu'on va essayer de déployer. Ça fait vraiment beaucoup le lien avec les sujets de prévention, qui sont aussi évidemment au cœur de nos priorités de la prochaine COG. Voilà, être plus actif en termes de prévention, c'est évidemment des pathologies évitées, c'est de la consommation de produits de santé, d'hospitalisation évitée. Et c'est aussi des choses très simples sur lesquelles on veut faire converger. Si demain vous prenez votre vélo, c'est sûrement bon pour votre santé, vous faites de l'activité physique, vous ne prenez pas votre voiture, c'est aussi bon pour le climat et c'est bon pour l'assurance maladie. Dernier élément de ce sujet externe aussi, et là je parle aussi sous le contrôle de Mme Masson-Delmotte, c'est qu'on mesure de plus en plus les impacts sur la santé du dérèglement climatique. Un quart, je crois, des maladies chroniques sont assez bien documentées comme étant des liens avec des dérèglements environnementaux. Tous les sujets, évidemment, aussi d'exposition aux risques chimiques, à tous ces sujets-là. On souhaite également, c'est un domaine dans lequel on est assez peu présent, on est très présent sur la prévention, mais les caisses d'assurance maladie ont déjà fait des choses, sensibiliser sur les perturbateurs endocriniens, ce genre de choses. On veut aussi accompagner à la fois les professionnels de santé et les assurés sur c'est quoi les risques pour la santé en lien avec l'environnement.
Et ça, être un acteur de ces campagnes d'information, y compris aller sur les périodes de canicule, évidemment, dans les démarches d'information, mais pas seulement. Donc voilà, on a cette feuille de route-là, décarboner, diminuer notre présence en tant qu'institution, mais aussi, surtout, peut-être, sans dire qu'il y a des choses les plus importantes, mais comment on peut, d'ici à 2027, être devenu un acteur qui va contribuer à la sobriété carbone du système de santé. Ça, c'est vraiment quelque chose, et je dois dire, qui est extrêmement motivant pour les équipes de l'assurance maladie. On a recensé un peu les parties prenantes de ceux qui voulaient s'engager, nous aider à définir cette feuille de route-là, et on a un très très grand, beaucoup de répondants, et donc on va essayer de s'organiser et pour pouvoir ensuite être très concret dans la mise en œuvre. C'est, je crois, extrêmement motivant pour toutes les équipes. Merci Monsieur Fatoum. Je vais donc maintenant passer à l'intervention suivante en vous rappelant que vous pouvez poser des questions sur le chat pour cette séquence aussi et en vous indiquant que vous êtes très nombreux connectés aujourd'hui en direct pour suivre cette émission. Donc nous allons désormais écouter Monsieur Renaud Villard, directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Quelques mots, quelques intuitions sur à la fois l'état de la situation et puis les engagements qu'on souhaite prendre côté assurance retraite. L'état de la situation, schématiquement, 60 000 tonnes de CO2. Alors on peut voir ça comme une bonne nouvelle parce que c'est une réduction de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre pour la branche retraite par rapport à 2015. Mais ce serait évidemment introduire un biais extrêmement vigoureux parce que 60 000 tonnes de CO2, c'est grosso modo une petite ville française, ce qui veut dire que l'assurance retraite contribue à l'auteur d'une petite ville française aux émissions de gaz à effet de serre. Surtout, il faut bien avoir conscience que, et vous le savez, l'ambition, si on veut éviter et rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique, c'est schématiquement de passer de l'état actuel, chaque Français ou chaque Française émet 10 tonnes de CO2, à grosso modo 2 tonnes de CO2. Actuellement, sur les 10 tonnes que chacune et chacun d'entre nous émettons en moyenne, 1,7 tonnes à peu près est lié aux services publics. Ce qui veut dire que si les services publics, si les communs ne font pas un effort considérable, on est à peu près certain que chacun et chacune d'entre nous ne sera pas au rendez-vous de la réduction très vigoureuse de l'émission de gaz à effet de serre. Alors une fois qu'on a fait ce constat, ça nous engage évidemment à l'action et à une action accélérée. On a beaucoup fait, mais il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Une fois qu'on a dit ça, on se pose la question du comment. Le premier volet du comment, pour réussir ce pari collectif, c'est l'engagement de tous. Et c'est une conviction très forte chez moi, que fondamentalement, au regard du changement d'échelle, au regard de l'accélération considérable qu'il va falloir mener à bien pour réduire de manière beaucoup plus rapide qu'auparavant nos émissions de gaz à effet de serre, il va falloir évidemment mobiliser chacune et chacun des collaborateurs de l'assurance retraite et même évidemment nos assurés puisqu'ils contribuent à nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il va falloir modifier la manière de prendre les décisions de manière très très schématique dans une version COGE compatible assez classique. Une bonne partie du boulot d'un DG, c'est d'articuler, d'arbitrer entre 3 pôles d'exigence, 3 pôles de contraintes. La contrainte, évidemment, de la qualité, de l'efficacité du service public, pour que les assurés soient satisfaits, c'est évidemment notre mission. La deuxième contrainte classique qui était évidemment l'optimisation économique, rendre le meilleur service au meilleur prix, parce que nous prélevons sur cotisation et qu'évidemment on doit des comptes sur cet argent qu'on prélève. Et puis la performance sociale, c'est-à-dire d'être à la fois un service public d'excellence, un service public de sobriété, et puis un service public de performance sociale, de bien-être au travail. Dorénavant, on doit composer avec un triangle qui est devenu un carré, qui rajoute finalement à cette triple exigence, performance du service public, performance économique, performance sociale, la performance environnementale. Deuxième volet d'action, c'est attaquer résolument, et j'emploie à dessein un vocabulaire presque militaire, attaquer résolument les segments principaux d'émissions de gaz à effet de serre de l'assurance retraite. On les connaît. Le premier, c'est les transports, particulièrement les transports domicile-travail. Donc, ça va être toute la question de l'engagement commun, là aussi, de l'employeur, des salariés, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport domicile-travail. Le télétravail y contribue,
le covoiturage y contribue, les mobilités durables y contribuent, mais là aussi, on voit qu'il faut changer d'échelle. Deuxième gros volet, c'est tout le sujet immobilier au sens large. L'immobilier, l'émission des fluides, les pertes de gaz réfrigérants liées au frigo, à la clim, etc. C'est ce gros chantier immobilier. Et là aussi, le chantier immobilier, on peut se dire c'est des gros investissements, c'est des panneaux solaires, etc. C'est vrai. Mais la réussite d'un chantier immobilier, c'est la réussite aussi des usages du bâtiment. Parce que vous pouvez avoir un bâtiment à très haute performance environnementale, vous pouvez avoir un bâtiment à énergie positive. Si vous utilisez mal ce bâtiment, ou si dans ce bâtiment vous avez une sous-densité, vous êtes évidemment perdant en termes de bilan et perdant pour la planète. Troisième gros volet, c'est l'informatique au sens large, et notamment la puissance de calcul embarquée, la puissance des salles des serveurs, qui rendent à la fois des services formidables, mais qui sont de gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et il y a toute cette réflexion à avoir sur non seulement ce qu'on appelle le Green IT, l'informatique verte, pour mieux concevoir les salles des machines, mais également même dans la conception même des programmes, une forme de sobriété, y compris dans notre vie de tous les jours. Et enfin, dernière grande famille d'émissions de gaz à effet de serre, donc dernière grande famille d'engagement, dernière grande famille d'engagement, c'est tout ce qui est autour des consommations, des consommables. On voit bien que là-dessus, on est des gros acheteurs de catégories d'achat extrêmement variées, et que là-dessus, il y a à réinterroger nos achats. Je dis les réinterroger parce que ce n'est pas seulement acheter mieux, c'est parfois ne plus acheter. Je sais que le sujet de la sobriété, c'est un sujet qu'on a adressé depuis plusieurs années. En revanche, c'est un sujet sur lequel on a communiqué, qu'on a assumé collectivement, tout particulièrement l'hiver dernier, au moment du plan de sobriété énergétique. Et c'est sans doute des usages qu'il va falloir amplifier, porter collectivement et qui, je trouve, ont très bien été reçus par chacune et chacun d'entre nous. Alors je crois beaucoup au fait que la réussite d'un plan environnemental au sens large très ambitieux, que cette réussite, elle doit, mais aussi elle peut se faire avec les salariés de la branche retraite et non pas contre les salariés de la branche retraite. C'est-à-dire que ces ambitions d'une forme de sobriété, ces ambitions d'économie, ces ambitions de proximité, ces ambitions de repenser nos transports, ce sont des ambitions qui peuvent finalement contribuer également à renforcer le sens au travail, contribuer à renforcer l'excellence du service public, dès lors que justement on mettra en place la bonne gouvernance, la bonne prise de décision, pour éviter finalement d'imposer par le haut, de manière punitive, des restrictions, mais de les faire, je l'espère, le plus souvent possible, portées par les collaborateurs et collaboratrices de la branche retraite. Et je finirai là-dessus. Ma grande conviction, c'est que la personne qui prétend avoir la solution miracle et détenir à lui seul la vérité est quelqu'un qui, sans doute, s'écarterait au contraire grandement d'un chemin ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre. Merci Monsieur Villard. Eh bien, retour sur le plateau et donc cette fois je me tourne vers Monsieur Amghar et avec la même question sur la stratégie de la branche recouvrement en matière de transition écologique. Bonjour à toutes et tous. Merci à Lucans d'organiser cet échange qui nous donne le privilège d'écouter aussi tout ce que Madame Masson-Delmotte a pu nous transmettre. Alors nous, du côté de l'URSSAF, on est mobilisés sur ce chantier, alors non seulement au-delà de ce que chacun doit faire en tant que citoyen, mais aussi parce que c'est une question qui, je crois, nous touche dans nos missions à deux titres. Alors, déjà, parce qu'on est comme garant du financement de la protection sociale et qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de financement possible de protection sociale s'il n'y a pas derrière d'activité de croissance économique durable. Et on a pu en faire l'expérience, d'ailleurs, il y a 3 ans. Lorsque l'activité s'arrête, on a un sérieux problème très rapide sur notre capacité à assurer le financement du modèle social, même si on a réussi à le relever en 2020. Et puis l'autre manière dont cela affecte déjà aujourd'hui nos missions, c'est que déjà aujourd'hui, dans notre rôle d'accompagnement des acteurs économiques, des entreprises, des travailleurs indépendants, on est déjà confronté aujourd'hui à la nécessité d'accompagner des entreprises de travailleurs indépendants qui peuvent être affectés par des chocs climatiques extrêmes. L'an dernier, c'était par exemple les entreprises touchées par les incendies en Gironde. En ce moment, on travaille avec la Caisse de Mayotte sur effectivement l'accompagnement de l'économie locale touchée par la crise de l'eau. Donc déjà aujourd'hui, c'est un sujet
très présent pour nos usagers. Alors, une fois qu'on a dit cela, qu'est-ce qu'on mobilise? Bon, au risque d'être un peu redondant avec certains de mes collègues sur certains aspects, on partage tous côté sécurité sociale le fait qu'on est à la fois des employeurs de masse, 16 000 personnes pour ce qui concerne le réseau URSSAF, dans une industrie de services à toute composante informatique. Donc il y a des éléments communs qui sont le triptyque informatique, déplacement et bâtimentaire. Bon, sur l'informatique, comme je crois tout le monde, effectivement, on a des actions importantes en termes d'optimisation de data centers, d'optimisation et de réduction du recours aux serveurs, et aussi dans le politique de sourcing, de chercher plutôt des équipementiers qui intègrent fortement le cycle de vie du matériel dans leur production. Bon. Sur les transports, on a déjà amorcé, je dirais, une rupture à l'occasion du Covid, parce que pour le coup, on n'a pas connu le rebond, en tout cas pas pour revenir à ce qui se faisait avant en termes de déplacement. On avait par exemple des pratiques et c'est normal parce qu'on a un réseau, donc un réseau ça vit aussi, on vit en collectif, et donc on avait une pratique de la réunion de réseau où on fait venir tout le monde des quatre coins de la France, qu'on a revisité. Alors, bien entendu, il faut maintenir du collectif, mais clairement, on a divisé par 3 le nombre de réunions nationales organisées par la Caisse nationale, et c'est au bénéfice de tout le monde. Alors après, on mobilise bien entendu les leviers qui s'imposent ou qui existent dans la loi, que ce soit le verdissement de notre flotte automobile, que ce soit la mise en place des forfaits mobilité durable. Je pense qu'on souhaite aller au-delà de ces socles ou obligations légales, et j'irai à la fois sur le volet coercitif et sur le volet incitatif. Et ça, on le fait dans le cadre d'accords locaux. Sur le volet incitatif, on a expérimenté le fait, par exemple, de prendre en charge la facture d'électricité des collaborateurs qui rechargent leur véhicule sur nos parkings. Considérant que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on va faire dans la durée, mais en tout cas dans une phase d'amorçage et d'incitation des collaborateurs au passage sur ces types de mobilité, ça peut être un élément important. Et, à contrario, on a assumé d'avoir des règles, je dirais, plus strictes et même moins disantes sur la prise en charge des déplacements en avion, considérant, et très au-delà de ce que la loi prévoit, qu'on ne prend plus en charge le déplacement en avion dès lors qu'il y a une alternative ferroviaire d'une durée satisfaisante, sachant qu'on a mis un curseur un peu plus raide, et c'est assumé que celui de la loi. Alors, il y a le volet bâtimentaire sur lequel, là aussi, bon, comme tout le monde, on a des actions pour se doter en panneaux photovoltaïques et en ombrières pour, là aussi, réduire notre empreinte. On voit qu'il y a comme un volet très important sur la manière dont on réussit à piloter les consommations énergétiques. Donc ça suppose effectivement de doter nos bâtiments de capacité à commander la consommation énergétique. On a quand même vu que le passage d'hiver 21-22, on a réduit d'un quart la consommation électrique, un tiers la consommation de gaz. Donc, voilà. En le décidant, quand même, on obtient des éléments. Et sur ce sujet, je mentionnais alors, le changement de confort, peut-être d'habitude, ça suppose aussi de considérer que là aussi, post-Covid, avec une diffusion du télétravail qui est massive, on ne peut pas se permettre d'avoir le même usage des bâtiments. Et donc, on assume que sur les 5 années qui viennent, on va réduire de 10% nos surfaces dans un contexte de stabilité des effectifs. Donc, ça veut dire qu'on assume qu'on va être plus nombreux au mètre carré, mais parce que clairement, les usages ne sont plus les mêmes et que derrière, non seulement on réduit nos consommations, on réduit aussi la production de gaz à effet de serre qu'implique le secteur du bâtiment en tant que tel, indépendamment même des consommations énergétiques. On réduit l'emprise foncière globalement des immeubles de services, dont on sait que dans un contexte par ailleurs de loisane et de tension sur le foncier. Bon, je dirais que ça, c'est des éléments qu'on fait comme nos collègues, avec après des nuances tenant aussi aux politiques RH de chaque réseau. Dans ce qui concerne nos missions, après dans le cœur de nos missions, il y a quand même 2 autres éléments que je dois mentionner. On est aussi gestionnaire d'actifs financiers, puisque donc on gère une vingtaine de milliards de réserves pour le compte notamment des régimes de retraite des artisans et commerçants. Donc dans ce cadre, bien entendu, on doit
parce qu'en fait 20 milliards c'est quand même assez massif comme effet de levier. Alors, on intègre, donc c'est une démarche qu'on a engagée avec la gouvernance de ce régime pour orienter ces investissements, pour qu'ils prennent en compte leur impact climatique. Alors, sur la partie actif immobilier, c'est assez évident, mais voilà, on s'applique ce que tout bailleur doit s'appliquer, voire un peu plus. Et puis sur la partie actif financier, ça suppose effectivement de faire des choix d'allocation des ressources qui évitent le financement du fossile et qui encouragent effectivement soit les secteurs verts, soit les secteurs verdissants, donc qui accompagnent la transition énergétique. Ça, c'est un point important. Et puis, je l'ai déjà mentionné parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique à laquelle on est confronté, mais qu'on va devoir prendre en charge, je pense, de manière accrue. Il y a non seulement l'atténuation, mais il y a aussi, bien entendu, l'accompagnement, l'adaptation. Donc, j'ai dit sur nos usagers confrontés à des chocs climatiques. Alors, certes, effectivement, en faisant ça, on ne résout pas le problème, mais en tout cas, on contribue à accompagner ses conséquences. Et je pense qu'on va y être confronté de plus en plus. Aujourd'hui, sur les activités économiques qui sont affectées par les chocs climatiques, par exemple, mais aussi, parce que c'est un sujet qui va venir, on sait que la transition énergétique, c'est aussi derrière des mutations sectorielles très importantes. C'est-à-dire qu'on va avoir de fortes réallocations d'activités, avec des activités, des secteurs qui vont connaître une décroissance, un changement d'échelle à la baisse, d'autres qui vont connaître une hausse de leur activité. Et ça suppose, ça forcément, d'accompagner ces mutations économiques. Alors, c'est notre rôle aussi, hein, et on l'a su le faire. Ce n'est pas la première mutation économique que notre économie va connaître. Hein. Il y a eu d'autres grandes évolutions de réduction de taille de secteurs économiques. Mais voilà, on sait qu'on a des secteurs qui vont devoir changer d'échelle. Donc, l'autre enjeu, sur lequel on n'est pas seul, mais sur lequel on est quand même assez positionné, mais assez importante, comme l'ensemble des créanciers publics et le mouvement des financeurs publics, c'est de permettre pour ces secteurs ou gros employeurs confrontés à une baisse de leur activité du fait de la transition énergétique, un atterrissage en douceur permettant d'amorcer cette transition de la manière la moins impactante pour l'emploi. Bien, merci Monsieur Amghar. Bien, pour conclure cette séquence, je vous invite à écouter donc Madame Virginie Magnan, donc directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, tout en vous rappelant que vous pouvez continuer à poser des questions sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier Lucans pour cette invitation et vous dire l'importance pour la CNSA de pouvoir participer aux côtés des autres caisses nationales de sécurité sociale à la Semaine européenne du développement durable. Vous savez, nous sommes la dernière née des caisses de sécurité sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie se transforme profondément depuis la création de cette 5e branche en 2021, y compris pour assurer ses nouvelles responsabilités en matière environnementale. Vraiment pour nous, transition écologique, numérique et démographique, bien sûr, sont étroitement imbriqués et doivent être pensés ensemble. Il s'agit là d'une urgence, mais également d'une réelle opportunité pour l'ensemble des acteurs de notre branche. À la CNSA, nous nous mobilisons au quotidien, à la fois dans notre propre organisation, mais bien sûr au-delà, en direction notamment des très nombreux établissements et services médico-sociaux que la Caisse finance. D'abord, au sein de la Caisse, nous avons élaboré pour la période 2020-2023 un plan de 40 actions en matière de développement durable et fin 2022, nous avons renforcé le volet relatif à la sobriété énergétique. Nous nous sommes bien sûr emparés du forfait mobilité durable pour encourager les mobilités douces de nos agents. Une attention particulière est aussi portée à nos achats pour qu'ils soient plus responsables et davantage mutualisés. Comme l'ensemble des établissements publics, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie s'est attachée à réduire sa dépendance aux énergies carbonées en consommant moins ou autrement.
La consommation énergétique fait l'objet d'un indicateur dans le cadre de notre convention d'objectifs et de gestion 2022-2026, comme l'ensemble des autres branches. Concrètement, déjà, sur la période 2015-2019, nous avons pu faire baisser notre consommation électrique d'environ 40% en remplaçant des ampoules par des LED. Nous poursuivons nos efforts à travers la promotion des bons gestes, également relayés par les campagnes de Lucans l'année dernière. Au sein de la Caisse, nous avons également travaillé à la sobriété numérique au moyen d'une refonte de notre arborescence réseau, c'est notre bibliothèque numérique pour l'ensemble des agents de la Caisse, et puis en rappelant des règles de bon usage, en particulier sur la limitation des pièces jointes pour les correspondances électroniques. Pour l'avenir, un projet très important de réorganisation de nos espaces de travail va permettre de passer à un nouveau cap en repensant l'ensemble de nos aménagements de façon plus durable et l'offre de services associés pour aujourd'hui nos quelques 185 agents, demain 210 au terme de la COG. Au-delà de ces actions internes de RSO qui prennent appui sur le référentiel qui est proposé et partagé par Lucans, la CNSA œuvre pour mieux accompagner les acteurs médico-sociaux face au changement climatique. Contrairement aux autres caisses nationales de sécurité sociale, la CNSA ne s'appuie pas sur un réseau de caisses locales propres, mais nous ne sommes pas absents des territoires puisque nous animons un réseau composé des agences régionales de santé, des conseils départementaux, qui eux-mêmes sont en appui des nombreux établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les personnes âgées et les personnes handicapées pour accompagner leur propre transformation. Dans cet accompagnement, nous mobilisons notamment un plan massif d'aide à l'investissement 2021-2026. C'est le plan d'aide Ségur qui est soutenu par l'instrument de facilité européenne et France Relance. Et dans ce plan d'investissement Ségur, nous le mettons à contribution pour soutenir des projets de rénovation ou de construction d'EHPAD qui intègrent une dimension écologique. Et il y a fort à faire. Dans le cadre de cette même enveloppe Ségur, qui représente un effort total de 1,5 milliard d'euros, nous avons aussi financé en 2021, avec la Direction générale de l'offre de soins, le recrutement de 150 conseillers et coordonnateurs en transition écologique et énergétique en santé. C'est une offre qui est partagée avec la DGOS puisque ces conseillers interviennent aussi bien en appui de la transition écologique des établissements de santé et des structures médico-sociales. Ces professionnels accompagnent ensemble près de 5000 établissements dans la réduction de leur empreinte carbone et leur transition écologique. Et puis en raison des besoins très importants en la matière, nous avons ouvert cette année 2023 12 nouveaux postes dans les régions identifiées comme sous-dotées et 3 autres au sein de structures lauréates pour renforcer cet accompagnement. Enfin et surtout, je veux terminer en mettant en lumière le très important projet que nous avons initié cette année 2023 en collaboration avec le think tank The Shift Project et en lien aussi avec le N3S pour mettre en place un projet ambitieux et important sur la décarbonation de la branche autonomie. Je veux souligner que c'est une première, puisque si d'autres branches ont commencé à réfléchir au chiffrage de leur empreinte carbone, cette démarche que nous mettons en œuvre avec le Shift Project, il a pour ambition non seulement de calculer l'empreinte carbone de la branche, ce sera fait dès cette année et nous allons bientôt partager les premiers résultats de cette étude, juste après cette semaine de l'environnement durable, mais notre ambition est, à partir de cette étude et ce chiffrage, rentrer dans des scénarios de décarbonation construits avec les acteurs pour contribuer à atteindre la neutralité carbone et l'objectif de 80% de réduction des émissions de carbone imposées par l'accord de Paris. Face aux crises énergétiques et climatiques, les acteurs du secteur de l'autonomie sont d'autant plus fortes qu'ils s'adressent à des personnes âgées ou en situation de handicap particulièrement fragiles. La création de notre nouvelle branche de sécurité sociale offre l'opportunité d'une nouvelle impulsion et d'une mise en cohérence des politiques publiques relatives à ces grandes transformations. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entend bien entendu, avec l'ensemble de ses collaborateurs ESSEG et ses partenaires dans les territoires,
poursuivre les efforts pour inscrire notre branche dans la voie du développement durable. Eh bien, merci Madame Magnan. Je vais passer maintenant à la deuxième session d'échange. Alors, nous avons une question qui s'adresse à Monsieur Fatome concernant le remboursement des transports. Est-ce qu'il va prendre en compte dans le futur les émissions de CO2 pour les véhicules, les transporteurs? Alors, c'est l'idée. En tout cas, ça fait partie des objectifs qu'on se fixe. On n'y est pas encore, pour dire les choses directement. On est d'abord quelque part à déployer des actions pour agir sur les dépenses carbone liées au transport. Je le disais tout à l'heure, inciter les transporteurs sanitaires à transformer leurs véhicules thermiques en électriques, c'est pas si facile que ça, c'est des véhicules particuliers, ils ont aussi des organisations de déplacement particulières. Et puis, et surtout, je l'évoquais, transport partagé. On a des transports qui sont faits régulièrement par des patients qui malheureusement doivent se rendre régulièrement dans des centres de dialyse, à l'hôpital. On sait organiser avec les hôpitaux des transports partagés. Et donc ça, c'est deux objectifs. Ça pose la question plus largement de comment on identifie les dépenses carbone des différents émetteurs et comment on les fait diminuer. Et du coup, donc, voilà, on va essayer d'intégrer davantage derrière les objectifs de maîtrise de la dépense, des objectifs de maîtrise des dépenses carbone. Et puis aussi de se dire que, par exemple, sur les produits de santé, sur les médicaments, aujourd'hui, il y a des critères qui sont très précis pour fixer le prix du médicament, l'amélioration du service médical rendu notamment. Est-ce qu'on ne pourrait pas, et on l'a proposé dans notre rapport annuel qu'on appelle chargé produit, le rapport de juillet, de dire ajoutons dans les critères pour fixer le prix du médicament l'empreinte carbone. Ce qui peut être aussi assez puissant pour inviter les industriels à se poser ces questions-là. Ils se la posent d'ailleurs. Peut-être à envisager des stratégies de relocalisation aussi, ce qui n'est pas sans lien avec les enjeux de souveraineté aussi. Voilà, ça fait un peu système, comme on dit, mais donc oui, progressivement injecter dans nos travaux de réflexion, c'est au-delà de la dimension soutenabilité financière, et puis qualité des soins d'abord, la logique de maîtrise, d'évaluation et de maîtrise des dépenses carbone. Très bien, merci beaucoup. Notre émission touche à sa fin. Donc je vous rappelle que nous vous avons diffusé un questionnaire de satisfaction que je vous invite à remplir. Cela permettra à Lucens d'améliorer la qualité de ces émissions. Et pour conclure, je vais repasser la parole à Madame Masson-Delmotte, peut-être pour une réaction sur l'ensemble des engagements portés par les branches de la sécurité sociale et puis un mot de conclusion. Oui, merci beaucoup. Et j'ai retrouvé beaucoup d'éléments dans ce qui a été partagé comme plan d'action, de ce qu'on retrouve dans mon propre domaine. Moi, je suis chercheuse. Je suis là pour produire des connaissances, parfois les partager. Et dans le monde de la recherche académique, on a exactement les mêmes enjeux finalement. On n'a pas les mêmes parties prenantes. Et on a des collectifs qui ont été mis en place. Je pense à une initiative qui s'appelle Labo 1.5 de scientifiques qui en fait ont construit des outils faciles à mettre en œuvre d'estimation d'émissions de gaz à effet de serre sur des bases de comptabilité publique et ensuite font de cette réflexion sur la réduction de l'empreinte environnementale de la recherche un objet d'étude qui est publié, qui joue le rôle de la recherche scientifique. Et je pensais à cette approche en vous écoutant. Moi, quand j'avais fait, il y a quelques années, une revue de littérature scientifique sur, par exemple, la décarbonation des systèmes de santé, j'avais essentiellement trouvé des publications du système de santé britannique et peu de ce qui était fait en France, qui existait, mais qui était peu visible. Donc je pense que c'est aussi important de le donner à voir, de montrer ce qui est mis en place, parce que je pense qu'on est à un moment où on peut construire vraiment des transformations profondes de la société française qui se voit comme acteur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la préservation de la biodiversité, de la sobriété comme vecteur de solutions et de la prévention de l'adaptation à un climat qui change. Et pour cela, je pense que c'est important de rendre visible. Et dans les mots que j'ai entendus, il y a des mots qui ont vraiment fait écho à mes propos. Le fait d'être acteur, le fait de pouvoir anticiper le cadre réglementaire, expérimenter pour aussi inspirer d'autres acteurs, des politiques publiques, des acteurs privés. Les leviers d'action qui portent sur l'ensemble des parties prenantes, multiples. Alors vous avez parlé des personnes auxquelles vous rendez service, vous avez parlé aussi des entreprises pour lesquelles ça contribue à des filets de protection. Arriver à identifier quel est le potentiel réel d'action me semble vraiment important. J'ai entendu la notion de penser autrement et de rentrer dans la responsabilité, dans les missions, des moyens, des compétences pour faire face à ces nouvelles exigences.
J'ai entendu des engagements, notamment sur les contrats d'objectifs, hein, si j'ai bien compris, avec l'État. Et je me posais aussi la question des moyens de suivi, finalement, parce que pour donner sens à ces efforts portés par voilà, les managers, les directions, mais qui vont être aussi demandés à tout le monde, arriver à montrer les fruits de ces efforts, comme on l'a dit, par exemple, ne serait-ce que pour les économies de gaz ou d'électricité, arriver à montrer la capacité à tenir ces engagements, ça me semble quelque chose d'essentiel. Vous avez aussi souligné des points qui sont extrêmement importants sur les notions de transition juste, c'est-à-dire ce rôle de la sécurité sociale pour des enjeux majeurs de vivre ensemble et d'y intégrer cette vision de protection finalement par rapport aux atteintes que l'on porte à l'environnement. Sur le fond, ça me semble fondamental. Et j'ai aussi entendu quelque chose qui fait écho avec mes propres réflexions, qui est donner sens à un parcours professionnel. C'est-à-dire à la fin de sa journée, à la fin de son année de travail, mesurer ce qu'on a permis d'apporter, les transformations qu'on a commencé à mettre en place, qui peuvent porter leurs fruits. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important sur tous les parcours professionnels qui s'inscrivent dans le sens de l'intérêt général. Donc merci beaucoup de cette opportunité. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Je vais remercier l'ensemble de nos invités. Et avant de conclure cette émission, je vais remercier, comme il est d'usage, l'ensemble des équipes qui ont contribué à la réalisation de cette émission, notamment la mission RSO de Lucans, avec Fabrice Bory, Jérémy Rothenstein et Assou Vognin. Et puis bien évidemment la direction communication de Lucans et en particulier Antoine Wolf qui a dirigé et produit cette émission. Je vous rappelle que dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, nous avons 2 nouvelles émissions, une vendredi autour du numérique responsable et une dernière lundi après-midi où nous aurons l'occasion de partager des expériences d'organismes locaux sur l'ensemble de ces sujets. Je vous remercie toutes et tous pour votre attention et je vous souhaite un bon après-midi.